Gaïa ou à Mirella. Donc je me présente, rapidement. Moi, je suis un des médecins anesthésistes du service de cardiopathie congénitale à Lyon. Ça fait, maintenant plus de 15 ans que je fais cette, spécialité et donc on m'a chargé aujourd'hui de vous parler des cardiopathies congénitales, mais surtout de l'anesthésie pour des chirurgies non cardiaques. Et en fait, j'ai pas de recette miracle à vous donner. Vous allez bien voir, vous allez suivre les différents cours. On va vous apprendre les différentes façons de, mmh, d'endormir les patients avec leurs différentes cardiopathies. Ça, c'est vous aurez ça, ces détails-là tout au long de votre DU. Et moi, je vais surtout vous donner en fait, des règles de prise en charge de ces patients, pas des recettes miracles, mais une stratification de risques. Et puis surtout, une prise en charge globale qui va diminuer la mortalité de chez ces patients. Vous allez voir, ce n'est pas, en, mortalité ou morbidité. Alors on va faire quelques données, générales, et surtout épidémiologiques. Alors vous savez bien que les cardiopathies, congénitales sont de plus en plus, fréquentes et surtout, leur survie est de plus en plus importante. Donc en fait, on a de plus en plus de patients qui atteignent l'âge adulte. Donc la survie globale des chirurgies correctrices des cardiopathies congénitales, c'est proche de 95. Alors bien entendu, c'est 98 pour les cardiopathies de gravité légère, comme la CIA ou la CIV, 90 pour les cardiopathies de gravité intermédiaire. Donc vous savez bien que là-dedans, on peut coller, un falot régulier, on peut mettre, un CAVC avec des fuites de valves, modérées et puis seulement 56 pour les cardiopathies complexes et les cardiopathies complexes, vous savez bien que là-dedans, on va inclure, le VU. On a une croissance annuelle de cette population adulte, d'environ 5 et on retrouve aussi chez ces adultes-là à peu près 10 à 15 qui sont pas corrigés. Corrigés parce qu'ils viennent parfois, des patients qui viennent, d'autres pays, d'Afrique ou et cetera, qui n'ont pas eu la chance d'être corrigés lorsqu'ils étaient enfants et on va se retrouver face à des patients qui ont une HTAP suprasystémique, un Eisenmenger ou alors des patients qui ont eu un suivi, thérapeutique, très aléatoire et vous allez retrouver face à ces patients-là, autant les enfants que les adultes, pour lesquels vous serez obligé de faire des anesthésies pour de la chirurgie non cardiaque, parce que, comme vous le savez sans doute, les anomalies extracardiaques associées dans la population pédiatrique, c'est presque 30 des cas. Et vous le savez bien, on vous décrit pas mal de syndromes où vous avez pas simplement la cardiopathie congénitale. Donc désolée, c'est moi qui manipule mal. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir comme cardiopathie, congénitale, chez l'adulte, dans la population adulte que vous allez rencontrer pour des chirurgies non cardiaques? Ben, 20 de ces patients vont avoir des anciennes CIA, CIV, donc a priori une population qui devrait être corrigée et avoir des lésions résiduelles minimes, voire zéro. Donc en fait, ils vont se retrouver dans la population normale. Vous avez quand même 20 des patients adultes qui sont porteurs d'un phallo et puis vous avez une pathologie qui est très fréquente et ça vous le savez bien, c'est la valvulopathie aortique. Alors ça, c'est un peu des données générales de la Mayo Clinique. Vous voyez bien que vous allez retrouver une population adulte jeune, entre 20 et 40 ans et puis bien entendu, au fil des ans, la population porteuse d'une cardiopathie congénitale supérieure à 70 ans, vous voyez bien que ça va décliner. Alors, quelles sont les chirurgies cardiaques que vous allez que vous allez rencontrer, pardon, les chirurgies non cardiaques que vous allez rencontrer chez ces patients? Ben, vous voyez, il y a pas mal de chirurgie abdominale, il y a aussi le tractus génito-urinaire, vous avez de l'orthopédie, de la chirurgie dentaire assez fréquente, et puis après, bien entendu, chez la femme jeune, vous avez une grosse partie de ces patientes-là, vous allez retrouver en gynécologie obstétrique. Et il ne faut pas penser que parce que les patients sont porteurs d'un VU et que vous leur avez dit en tant que cardiopédiatre, par exemple, qu'une grossesse est dangereuse, que les patientes ne vont pas avoir un enfant. Donc on se retrouve très régulièrement avec des patientes qui ont des cardiopathies congénitales ou acquises en plus de leur pathologie congénitale et qui se retrouvent, enceintes ou où il faut faire un choix de prise en charge.
Donc au final, vous voyez que le sujet, il est très vaste et très complexe, hein, parce que c'est un groupe d'âge très hétérogène. Les cardiopathies congénitales en elles-mêmes, c'est très hétérogène. Et puis les procédures en elles-mêmes, bah, vous savez, c'est de la chirurgie tout venant, mais c'est aussi des procédures au cathétérisme. C'est des anesthésies qui sont hors bloc opératoire également. Et puis, vous avez toutes les procédures de rythmologie, puisque vous savez bien que ces procédures sont de plus en plus développées. Maintenant, quand on va revalvuler un falot, il est de bonne pratique de faire des procédures de rythmologie avant chaque revalvulation. Alors, quels sont les facteurs de risque ou de sur-risque périopératoire? Donc, quels sont les risques de morbidité, de mortalité? Là, on va en parler un peu d'abord chez les enfants, et puis après, je vais vous donner des données chez les adultes. Alors, il est évident que pour les cardiopathies congénitales, donc en fait, tous les résultats que je vais vous montrer sont des résultats qui sont issus de très gros registres avec plus de 200 000 anesthésies, avec plus de 5 000 patients qui sont porteurs de cardiopathie congénitale. Et puis, vous voyez bien qu'il y a une surmortalité et une surmorbidité lorsque vous êtes porteur d'une cardiopathie majeure ou cardiopathie sévère. Donc, en fait, chez les enfants, c'est les enfants qui sont porteurs de fallot, de CAVC, de CIV multiples, qui sont quand même une cardiopathie majeure, de switch artériel, etc. Et les complications que vous allez avoir le plus fréquemment, c'est des infections du site opératoire et un surrisque de pneumopathie avec un taux de ratio supérieur à 2. C'est les infections des voies d'abord, hein, donc les VVC qu'on met facilement chez ces patients, donc un risque important de sepsis. Ils ont plus de risques d'insuffisance rénale, d'événements thromboemboliques, simplement parce que quand vous avez des mauvais VG ou bien que vous avez des pathologies associées, vous avez plus de risques thromboemboliques. Vous avez plus d'événements neurologiques, vous avez plus de transfusions non prévues, plus d'admissions non programmées en réanimation, de réintubation et de reprise chirurgicale. Donc il est évident qu'il y a une surmorbidité dans le groupe pédiatrique, de la population pédiatrique porteur de cardiopathie congénitale. Alors, qu'en est-il de la mortalité en pédiatrie? Alors bon, quand vous faites, là c'est pareil, c'est toujours des chiffres qui sont aussi du très gros registre dont je vous parlais, qui incluait plus de 200 000 actes de chirurgie non cardiaque chez des patients donc porteurs, des patients de pédiatrie et dont, près de 6 000 patients, porteurs de cardiopathie congénitale. Vous voyez que la mortalité totale à 30 jours post-procédure, c'est de 4. Donc c'est pas négligeable, mais quand vous n'êtes pas porteur d'une cardiopathie congénitale, c'est simplement 3,8. Et quand vous avez une cardiopathie congénitale, vous avez ce risque est quasiment doublé. Donc ça, c'est les risques de mortalité. Alors la mortalité périopératoire, elle est surtout fréquente chez l'enfant de moins de 1 mois. Donc là, c'est pareil, c'est un autre registre, mais qui remontre exactement les mêmes choses. Donc la mortalité périopératoire liée à l'anesthésie seule est de 0,98 décès, donc moins de 1 décès pour 10 000 anesthésies. Par contre, cette mortalité périopératoire est largement augmentée chez les enfants, le nouveau-né de moins de 1 mois. Ceux qui font de l'anesthésie pédiatrique le savent bien, hein, c'est une catégorie risque, les enfants de moins de 1 mois. Et donc ce risque de mortalité périopératoire, il passe à 80 décès pour 10 000 actes d'anesthésie. Et cette mortalité périopératoire est en rapport avec une cardiopathie congénitale et 80 de ces patients. Donc le fait d'être un bébé de moins de 1 mois porteur d'une cardiopathie congénitale, ça vous expose à un risque important de décès post-opératoire et une chirurgie, cette fois-ci non cardiaque. Alors, les arrêts cardiaques dans cette, population pédiatrique, où est-ce qu'ils se passent le plus souvent? Dans 54 des cas, ces arrêts cardiaques se passent dans des blocs généraux. Seulement 26 de ces arrêts cardiaques sont dans les blocs de chirurgie cardiaque, simplement parce que probablement il y a un biais de sélection, puisque les enfants en général les plus sévères sont hospitalisés dans des services de cardiopédiatrie, avec un bloc cardiaque à proximité, ou sont transférés vers un centre de référence et sont anesthésiés dans ces blocs. Mais néanmoins, il y a quand même 26 d'arrêts cardiaques, même dans les blocs de chirurgie cardiaque où vous avez des anesthésiques congénitaux qui prennent en charge ces enfants.
Et 17 de ces procédures de ces arrêts cardiaques se passent au cathétérisme ou dans des procédures qui sont hors bloc opératoire. Et là, très souvent, heu, on y va un petit peu la fleur au fusil, on est un peu plus relax: «Ah, c'est qu'un cathétérisme, c'est moins grave». Bah non, pas du tout. Quand vous avez un petit bébé de 15 jours à qui vous allez faire une dilatation d'ARP au cathé, eh ben, il y a des fortes chances que ça se passe pas mal. Un enfant sur 2 va présenter, soit un bas débit extrême, soit voire même jusqu'à l'arrêt cardiaque. Et ces patients, qui, vont présenter des arrêts cardiaques, la plupart du temps, c'est quand même avant la correction de la cardiopathie, ou alors chez un tiers de ces patients, vous avez une correction d'une cardiopathie avec une palliative. Donc très souvent, la palliative au premier stade, vous le savez bien, c'est Gore-Tex et vous avez la DCPP ou la DCPT. Donc vous voyez bien qu'il y a une proportion du risque qui est très attribuable à l'âge, là, je vous ai déjà montré. Donc il y a vraiment l'âge qui va jouer, je vous le remontrerai encore dans d'autres séries, la sévérité de la cardiopathie congénitale ou acquise, le risque chirurgical et le statut fonctionnel préopératoire du patient. Donc quelle proportion ça va impacter sur la mortalité. Donc là, je vous ai déjà montré, vous voyez bien qu'il y a une majoration du risque chez l'enfant de moins de 1 an. Et puis, ce risque, il est carrément très, très important chez l'enfant de moins de 1 mois, mais il n'est pas rare d'endormir un patient pour une cardiopathie congénitale avec une cardiopathie congénitale sévère pour une chirurgie non cardiaque de moins de 1 mois. Donc vous avez quand même un surrisque de mortalité chez ces enfants à J30 de 13,6. Donc ça veut dire qu'un enfant sur 10 va, heu, va décéder après une procédure de chirurgie non cardiaque, quand il est porteur d'une cardiopathie congénitale et qu'il a moins de 1 mois. Donc c'est juste pour vous montrer quand même que ces chiffres-là, ils existent et que, c'est pas anodin du tout d'endormir un enfant très petit, porteur d'une cardiopathie congénitale. Et puis vous voyez après, au fur et à mesure, vous voyez bien que ce risque-là se réduit chez l'enfant de plus de 1 an et finalement sa mortalité à J30 procédure est presque superposable à l'enfant du même âge qui n'est pas porteur d'une cardiopathie congénitale. Et ça, c'est en partie lié au fait que les enfants de plus de 1 an sont très souvent corrigés de leur cardiopathie et comme je vous l'ai montré dans une autre série, la plupart des arrêts cardiaques ou du moins la mortalité arrive, chez les patients pour lesquels, on fait une chirurgie non cardiaque alors qu'ils ne sont pas encore corrigés de leur cardiopathie. Alors, mmh, là, je vous parle aussi un petit peu de mortalité et sévérité de la cardiopathie. Là, on parle toujours, d'enfants, hein, donc c'est toujours, le même registre qui avait inclus les 6 000 patients porteurs de cardiopathie congénitale. Bah, vous voyez bien que vous avez un risque de mortalité post-opératoire à J30 estimé à 11 si vous êtes porteur d'une cardiopathie congénitale majeure ou sévère. Et puis ce risque-là, il est nettement plus bas quand vous êtes porteur d'une cardiopathie, congénitale mineure. Dans les cardiopathies congénitales mineures, la CIV-PM est considérée comme mineure. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un surrisque, même quand vous endormez un patient porteur d'une CIV. Il n'est pas du tout anodin d'endormir une patient porteur d'une CIV non corrigée pour une chirurgie non cardiaque. Alors là, maintenant, on va parler un peu du ventricule unique. Donc là, c'est bien entendu des enfants qui ont les différents stades de palliation. Donc on va regarder un petit peu. Vous voyez bien que chez l'enfant porteur d'un VU, donc une hypoplasie, ici c'est l'hypoplasie du cœur gauche, ben, vous avez entre 17 et 20 de mortalité chez ces enfants quand vous faites une chirurgie non cardiaque. Donc ça veut dire qu'un enfant sur 5 va décéder post-procédure. Et les facteurs de risque de complications majeures ou de décès sont surtout chez les enfants qui sont au stade 1 ou 2 de la correction. Donc le stade 1, vous savez tous, c'est le shunt systémico-pulmonaire, donc le Gore-Tex. Et le stade 2, c'est simplement la cavo-pulmonaire supérieure voilà. Et puis après, les enfants qui ont des signes d'insuffisance cardiaque, de dysfonction valvulaire ou de dysfonction de leur VU,
sont à risque de complications, majeures. Et puis, bien entendu, si vous leur faites une chirurgie non cardiaque complexe, par exemple abdominale complexe ou urogénitale complexe, on ne peut pas toujours les reporter, hein. Il est parfois ob il y a parfois ces enfants qui ont des entérocolites, sévères. On est bien obligé de leur faire des réductions, coliques préopératoires et donc en fait, ces enfants-là, eh ben, ils ont un risque de surmortalité très important puisque 20 de ces enfants-là vont décéder en post-pro. Alors, là, c'est un petit peu pareil, hein, je vous remontre un petit peu, les mêmes chiffres. Vous voyez bien que là aussi, la mortalité post-opératoire, elle va évoluer en fonction du fait que vous êtes porteur d'une chirurgie d'une cardiopathie, mmh, sévère ou non sévère. Et puis la procédure chirurgicale, là, c'est pareil. Si vous faites une procédure chirurgicale mineure et vous êtes porteur d'une cardiopathie congénitale, votre surrisque de mortalité est à 1,5. C'est quand même beaucoup plus que la population générale, hein, qui a simplement un risque de 0,29. Donc là, vous êtes quand même bien plus important. Mais si vous faites une chirurgie les chirurgies les plus communes, donc les 100 chirurgies les plus communes qui sont surtout des chirurgies abdominales, orthopédiques et cetera, vous voyez bien que là, le risque est quand même très important de décès post-opératoire. Il va être jusqu'à 7-8 chez les patients qui sont porteurs d'une cardiopathie congénitale. Donc, vous voyez bien que, c'est pas du tout, anodin. Donc là, vous allez retrouver exactement les mêmes chiffres qui sont cette fois-ci issus de la Mayo Clinique. Là aussi, vous avez des complications périopératoires qui sont plus importants quand c'est la première intervention. Donc ça veut dire que ce sont des bébés qui n'ont pas de correction de leur cardiopathie. Les complications périopératoires sont quand même importantes. Vous avez une surmortalité toujours dans ce groupe d'âge des moins de 1 an et là, ils avaient tout mis dedans. Donc en fait, les enfants y compris les bébés de moins de 1 mois, donc vous voyez bien qu'il y a un surrisque jusqu'à 15 de complications, péropératoires. Il faut savoir que l'HTAP en elle-même, c'est un facteur de risque indépendant de surmortalité. Et puis les types de chirurgie, mais on en a déjà parlé, quand vous faites une chirurgie thoracique ou neurochirurgie, c'est une chirurgie à haut risque. Donc là, je vous parle un tout petit peu du statut fonctionnel. Donc on a aussi rendu compte que, indépendamment de la cardiopathie, de l'âge des enfants, du type de chirurgie, vous avez forcément le statut fonctionnel qui va jouer. Et ce statut fonctionnel, il est évalué par le score ASA que vous connaissez tous en tant qu'anesthésiste. Et le statut fonctionnel, il s'évalue à la fois par le type de cardiopathie, par le type de chirurgie et un score. Là, ils avaient mis le score ASA. C'est un score qui est connu un peu de tout le monde. Il n'y a pas de score spécifique des cardiopathies congénitales chez l'enfant, même si de plus en plus, les chirurgiens sortent un score de mortalité périopératoire, que les anesthésistes essayent aussi, mais bon, là, en l'occurrence, ces articles-là sont déjà plus anciens. Ils avaient inclus le score ASA. Et en fonction de votre risque, du type de votre cardiopathie, du score ASA, vous allez avoir plus de complications cardiovasculaires ou de complications pulmonaires. Vous savez bien que de toute façon, il y a une connexion entre le pulmonaire et le cardiovasculaire chez ces patients. Et vous voyez bien que chez les patients qui ont des procédures urgentes, qui ont un score ASA supérieur, qui vont avoir un ventricule unique, il y a beaucoup plus de complications, cardiovasculaires contre les patients qui vont avoir des chirurgies ORL, intestinales, maxillofaciales. Vous allez avoir plus de complications respiratoires. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu les données épidémiologiques. On peut rien y faire, hein, en fait, à ces données-là, mais en tout cas, elles ont, le mérite d'exister. Alors l'HTAP, je vous en ai parlé, hein, c'est un facteur de risque indépendant de mortalité. Donc chez ces patients, indépendamment de leur cardiopathie, quand ils ont une HTAP, eh ben, les complications périopératoires majeures ont de près de 6 avec un risque de décès post-opératoire et périopératoire qui sont non négligeables. Donc en péropératoire, ces gens-là peuvent présenter
Il y a à peu près 2 des patients que vous allez, qui vont décéder en père opératoire et à peu près 5 des patients qui vont présenter des arrêts cardiaques post-op. La mortalité post-opératoire n'est pas non plus négligeable, elle est de 1,4. Donc l'HTAP, c'est vraiment un facteur indépendant de morbi-mortalité et ça, quels que soient vos patients, quel que soit l'âge de vos patients ou du type de cardiopathie, qu'ils présentent. Bien entendu, là aussi, quand vous regardez les facteurs de risque de complications, décès, quand vous les regardez plus en détail, quand vous avez une HTAP systémique ou suprasystémique, vous avez plus de risques. Ça, c'est tout à fait logique. Quand vous avez des antécédents de syncope, ça signe surtout gravité de la pathologie. Là aussi, vous avez plus de risques. L'élévation des POD, de la POD moyenne, l'altération de la fonction de votre ventricule droit, l'âge. On ne revient pas sur cette question puisque vous avez déjà montré que l'âge de moins de 1 an, c'est un facteur de risque très important. Et puis, si vous avez une oxygénothérapie à domicile, aussi, ça vous montre que ce patient-là a encore plus de risques de faire une complication périopératoire. Alors maintenant, on va parler un peu des adultes. Là, on a parlé des enfants, donc vous vous rappelez bien que le type de chirurgie, donc les chirurgies à haut risque, les cardiopathies sévères, de moins de 1 an et surtout le sur-risque chez le groupe de moins de 1 an de 1 mois. Et puis vous avez bien entendu, l'HTAP qui sont les facteurs de risque. Donc vous avez ce groupe-là que vous pouvez identifier dès l'interrogatoire, dès que vous voyez, le patient. Alors, qu'en est-il chez les adultes? Alors chez les adultes, c'est beaucoup plus complexe parce que vous avez, déjà, l'âge est très variable, les chirurgies sont très variables, les cardiopathies sont très variables, donc vous allez vous retrouver face à un groupe extrêmement hétérogène. Donc comment essayer de repérer les patients les plus graves? Donc dans les données épidémiologiques, hein, la mortalité, périopératoire chez l'adulte porteur d'une cardiopathie congénitale est de 2 à 7 selon les études. Donc vous voyez, c'est pas non plus négligeable. Alors, bien entendu, la cardiopathie congénitale est un facteur de risque indépendant de mortalité périopératoire et ça, je vais vous le montrer, on va en parler un peu plus tard. Donc quels sont déjà les facteurs de risque de morbidité que vous pouvez, très rapidement identifier même quand vous voyez un patient en consultation? Donc vous avez déjà la saturation de base au repos, inférieure à 90, 10. Donc ça, c'est déjà un facteur de risque de morbidité chez vos patients porteurs de cardiopathie congénitale. L'altération de la fonction, ventriculaire, donc si vous avez une fonction ventriculaire inférieure à 30. Le dosage, si vous avez des dosages de NT-proBNP avec un trigger au-dessus de 33,3 millimoles par litre, c'est ressorti par les études. Et puis, étonnamment, qui est sorti aussi par les études, c'est la mauvaise appréciation préopératoire de la cardiopathie et ces patients-là, ils ont plus de facteurs de risque de morbidité périopératoire. Alors la mauvaise appréciation préopératoire de la cardiopathie, ça vous semble étonnant, mais en fait, quand vous voyez ces patients-là, ils se sous-estiment très fréquemment quand vous leur demandez s'ils sont, essoufflés, s'ils ont des douleurs ou des syncopes ou des palpitations. Très souvent, ils répondent par la négative parce que, bah, ils vivent avec leur cardiopathie depuis des années, la sous-estiment un peu puisque, ben, ils sont comme tout le monde, ils ont envie d'avoir une vie, ils ont pas tellement envie d'être hospitalisés de façon récurrente et donc très souvent, ils vous disent: «Non, non, je ne suis pas, limité, dans mes activités et puis du coup, eh ben, on sous-estime la cardiopathie ou la sévérité de la cardiopathie. Il y a même des patients qui vous parlent même pas de leur cardiopathie et par exemple dans les études qui nous ont permis de trouver ces facteurs de risque de morbidité, bah, il y a des patients qui arrivaient au bloc opératoire et puis là, on découvrait qu'ils avaient une cicatrice donc je pense que la consultation d'anesthésie n'a pas été faite dans les règles de l'art mais néanmoins, ils arrivent et on découvre qu'ils ont été opérés un jour du cœur, personne ne sait trop, ce qu'il en est et puis bon, comme le chirurgien pousse un peu, que l'anesthésiste pousse un peu, ben, on va faire la chirurgie et puis après, on se retrouve face à avec des morbidités périopératoires, post-opératoires. Alors, on a aussi pu identifier chez ces adultes des facteurs de risque de surmortalité.
Alors bien entendu, vous avez le type de cardiopathie et là, je vous fais même pas de dessin. Vous savez bien que le VU, ça peut être un facteur de risque majeur de mortalité péri ou post-opératoire. Alors, d'autres cardiopathies sévères, là, on va y revenir plus tard. Là aussi, vous pouvez les identifier. Ces patients-là, ils vont avoir une saturation de repos inférieure à 80. Donc quand on vous dit que vous avez un patient, lors d'un Eisenmenger, qui au repos à 82 de SAT, ben, vous savez que c'est un facteur de risque de mortalité périopératoire si ce patient doit avoir une chirurgie non cardiaque. Vous retrouvez également, la fonction, une altération de sa fonction cardiaque. Vous retrouvez l'HTAP, là, si vous n'êtes pas étonné. Vous allez aussi vous retrouver avec des patients, dyspnéiques avec des NYHA au-dessus de 2 et puis les patients qui présentent des troubles du rythme, le plus fréquent va être la fibrillation auriculaire. Donc vous avez quand même, des données épidémiologiques assez puissantes, assez, importantes dans la littérature qui vous permettent quand même de déterminer les patients qui vont vous faire des complications, hein. Vous avez un patient qui n'est pas dyspnéique, qui a une saturation de base à 95, même s'il a été opéré d'un CAV avec une petite fuite, eh ben, vous allez vous retrouver face à une population à faible risque. Donc si vous avez le même patient qui va être, très essoufflé avec une altération de sa fonction, une IM4 sur 4 et un shunt résiduel, vous allez plus du tout vous retrouver dans cette, catégorie à faible risque. Alors la stratification du risque, eh ben, vous savez tous, ou bien vous avez eu l'occasion de le voir, il y a des référentiels, professionnels qui sont sortis en 2023 et qui va, proposer un score de classification de ces patients qui vont devoir avoir une chirurgie non cardiaque et qui sont porteurs de cardiopathie congénitale et donc en fait, on a essayé de réaliser un score composite qui va intégrer plusieurs éléments: la sévérité de la cardiopathie congénitale, Mmh. le risque chirurgical et le statut fonctionnel, préopératoire de votre patient. Donc ce risque-là, donc on va classer les différents éléments. Donc vous avez les propositions de ce score, vous allez voir après, ça a été fait, par la Société française de cardiologie, d'anesthésie. Avec, le Carreau, avec la Société française de pédiatrie, donc c'est vraiment, des référentiels professionnels qui ont été, que vous pouvez auxquels vous pouvez avoir accès, donc je vais pas mal parler et que vous allez retrouver sur les sites des différentes sociétés savantes et qui vont vous permettre de vraiment stratifier le risque de vos patients. Là, je parle simplement de patients adultes, puisque ce même risque n'a pas été stratifié chez les enfants pour le moment. Donc, vous avez bien entendu la sévérité de la cardiopathie congénitale. Donc, il y a les cardiopathies à risque faible. Donc, ça c'est toutes les cardiopathies congénitales qui sont réparées sans lésions résiduelles. Donc là, vous avez par exemple la CIA qui est réparée, la CIV sans shunt résiduel, ou avec des lésions résiduelles qui sont non significatives. Par exemple, une petite CIV résiduelle au débord du patch ou une petite CIV restrictive qui va pas parler, cliniquement. Vous avez les cardiopathies congénitales à risque intermédiaire. Donc là, vous allez vous retrouver face, au fallo régulier qui a été opéré, mais où vous avez une IP avec un franchissement de l'anneau. Vous allez aussi avoir, par exemple, les CIV, multiples dont ou 2 CIV sont restés résiduels, qui sont simplement surveillés par, les cardiologues en attente de fermeture, par exemple pour des CIV musculaires, vous allez vous retrouver face à un CAV, complet, qui a été réparé avec de faibles, fuites valvulaires. Et puis bien sûr, vous avez les cardiopathies à risque élevé et ces cardiopathies congénitales à risque élevé sont des cardiopathies, complexes, par exemple, le switch artériel où vous avez, des lésions résiduelles, où vous avez des lésions résiduelles importantes, une dysfonction de la fonction VG, ce qui peut arriver. Vous avez toutes les paléations, bien entendu, hein, toutes les ventricules uniques avec les différents stades, de la paléation et puis, par exemple, aussi, le fallo irrégulier, l'abso, voilà. Donc en fait, dans ces cardiopathies congénitales, de complexité intermédiaire ou sévère, ben, ces cardiopathies-là, elles sont toutes considérées à risque
élevé lorsque vous faites une chirurgie non cardiaque. Alors le risque chirurgical, ben, le risque chirurgical, c'est les classifications du risque de mortalité selon la chirurgie. Celui-là, c'est un risque, une classification que vous connaissez tous, hein. Vous avez les chirurgies à faible risque avec moins de 1% de risque de mortalité lié à la chirurgie, donc c'est toutes les chirurgies superficielles. Vous avez les chirurgies à risque intermédiaire. Donc là, je vous ai remis toute la liste. Et puis, vous avez les chirurgies à risque importante ou élevé. Donc, vous avez surtout les chirurgies aortiques et vasculaires majeures, les chirurgies abdominales lourdes, comme la chirurgie duodéno-pancréatique, les hépatectomies, les chirurgies des voies biliaires, les chirurgies de perforation digestive. Et puis, vous avez la chirurgie de pneumonectomie et puis les chirurgies de transplantation. Mais là, je parle pas du cœur, mais je parle bien de la transplantation rénale ou hépatique ou pulmonaire. Donc ça, c'est le risque lié directement à la chirurgie. Et puis après, vous avez le statut fonctionnel de vos patients. Et le statut fonctionnel de vos patients, il est à évaluer en préopératoire. Donc vous avez un différent type de statut physiologique. Donc on a classés en A, B, C et D. Donc dans le groupe A, ben, vous avez les patients qui sont en rythme sinusal, qui n'ont pas de limitation de leur capacité physique, qui ont des fonctions, qui n'ont pas de dysfonction d'organes, donc ils ont une fonction rénale, hépatique, pulmonaire normale, qui n'ont pas de séquelles de leur chirurgie, qui ont pas d'arythmie. Donc ça, c'est les patients qui finalement ont un état physiologique, classique, normal. Et puis vous avez donc bien sûr à l'autre extrême, les patients qui ont, des symptômes très importants comme les arythmies réfractaires au traitement, des hypoxémies sévères, l'HTAP sévère, le une dyspnée importante avec un NYHA et puis, les dysfonctions d'organes qui vont avec, comme vous le savez bien, chez les gens qui sont porteurs, par exemple, d'un Fontan, très évolués, bah, ils ont très souvent des atteintes d'organes, hépatiques et rénales associées et puis, bien entendu, ces patients-là, ils vous présentent également souvent des troubles du rythme, des arythmies, souvent réfractaires, mais que parfois, vous êtes quand même obligé d'endormir pour faire des procédures de rythmologie. Donc en fonction de ces différents, éléments, donc du risque chirurgical, du risque de la cardiopathie et du statut fonctionnel, du patient, on a réussi à classifier les patients en 3 catégories. Donc en fait, les patients qui sont à risque composite faible, donc ces patients-là, c'est des patients qui ont des cardiopathies, le risque, qui ont une chirurgie les patients qui ont une cardiopathie corrigée ou à faible risque, quelle que soit leur chirurgie, ils restent à risque composite faible. Ces patients-là, ils ont presque les mêmes facteurs de risque que la population générale. Si vous avez un patient avec, une CIA opérée dans l'enfance, une CUV opérée dans l'enfance, qui n'a pas de shunt résiduel, des patients qui ont été opérés d'un canal artériel, qui n'ont pas d'HTAP, qui ont aucune lésion résiduelle, et ben, ces patients-là, ils vont se comporter comme la population générale. Donc en fait, ils sont à risque composite faible. Vous voyez bien, c'est le premier groupe là qui est, en vert. Du haut en bas, vous avez absolument aucun risque chez ces patients. Après, vous avez à l'opposé les patients que vous allez pouvoir classer en risque composite élevé. Dans les patients à risque composite élevé, vous avez toutes les cardiopathies congénitales à risque élevé. Donc le VU, l'Eisenmenger, les patients qui ont des cardiopathies complexes AVG altérées, tous ces patients-là, ils sont à risque composite élevé. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Ces patients-là, et quelle que soit leur chirurgie, ils ont un risque élevé de complications périopératoires. Et après, le plus difficile, c'est de classer les patients à risque intermédiaire. Donc ces patients-là, comment les classer? Donc c'est ces patients-là que finalement le statut fonctionnel va jouer. Donc dans ces patients porteurs de cardiopathie, intermédiaire avec des lésions résiduelles, et ben, leur statut fonctionnel, va jouer. Si vous avez un patient qui ne présente aucun symptôme, il va se présenter de la même façon que les patients à risque faible. Donc vous allez pouvoir les endormir avec
peu de complications péri-opératoires. Pour les patients qui présentent des signes fonctionnels, qui commencent à présenter une dyspnée, qui ont de temps en temps des troubles du rythme, et cetera. Si vous faites une chirurgie à faible risque, là aussi, une chirurgie superficielle, vous allez pouvoir les endormir plutôt sereinement. Par contre, tous les patients qui vont présenter des symptômes fonctionnels à partir du stade B et jusqu'au stade D, quel que soit leur groupe, enfin leur chirurgie, et ben, dès que vous avez une chirurgie à risque intermédiaire, risque élevé, et ben, vous allez les retrouver dans le risque composite intermédiaire, voire même dans les risques composites élevés quand vous allez avoir des signes fonctionnels importants chez un patient porteur d'un CAV avec une fuite valvulaire, mais avec, par exemple, de façon associée une dysfonction du VG, ben, vous allez les classer D et puis ces patients-là vont se présenter de la même façon avec le même risque composite élevé en périopératoire que les patients porteurs d'une cardiopathie congénitale complexe. Alors c'est pas facile à lire, il faut se pencher dessus, mais en fonction de cette classification, vous allez pouvoir décider de la prise en charge. Il faut le prendre en charge dans un centre spécialisé, qu'il faut le prendre dans un centre, expert avec des anesthésistes qui ont l'habitude de faire de la cardiopathie congénitale. Quel est le type d'anesthésie que vous allez proposer? Et ce score, bah, en fait, il a été, mis en place parce que très souvent, vous allez avoir des appels, si vous êtes un peu référent de cardiopathie congénitale, vous allez avoir des appels d'anesthésistes, ou de chirurgiens, ou même de pédiatres ou de cardiopédiatres, ou de congénitalistes qui vont vous dire: «Bah, moi, j'ai un patient qui est porteur, d'un CAVC opéré, qui a une fuite, et cetera. Est-ce que je dois l'adresser à un centre expert ou pas?» Et avec ce centre, avec ce score composite, on a essayé de faire en sorte de pouvoir classifier les patients en risque, élevé, en risque intermédiaire et en risque faible. Tous les patients qui sont à risque faible, finalement, vous allez pouvoir les opérer dans votre hôpital de référence avec, très peu de sur-risque, périopératoire. Ils vont se présenter comme la population générale. Pour les patients qui sont à très haut risque, vous allez voir, on en parlera plus tard, il est conseillé de les envoyer dans un centre de référence avec, de la chirurgie congénitale, ou du moins une équipe, qui s'occupe de congénital, voire adulte dans un centre qui fait du congénital adulte, soit dans un centre qui fait du congénital, adulte et pédiatrique. Et puis après, il reste ce groupe, à risque intermédiaire. Là aussi, ça vous permet de les classer, soit à un risque, faible, donc là, vous allez pouvoir aussi les endormir dans votre centre de référence, soit des risques plus intermédiaires et élevés, et à ce moment-là, il est plutôt souhaitable de les adresser vers un centre de référence, puisque les centres de référence ont plus l'habitude de prendre en charge ces patients. Donc, ce que je viens de vous dire à l'oral, vous avez tout est résumé sur cette diapositive que je vous mets là. Cette fois-ci, en vous montrant que quand vous avez un risque composite faible, la prise en charge se fera en centre non expert. Et dès que vous êtes, à risque composite intermédiaire ou élevé, eh ben, vous transférez de préférence votre patient en centre expert. Donc le centre expert, ça peut être, un centre qui fait de la chirurgie cardiaque et qui suit des congénitaux adultes, par exemple, soit, des centres qui font carrément la chirurgie, cardiaque congénitale, hem, pédiatrique et adulte. Dans les centres, quand vous avez un centre expert qui suit et qui fait de la chirurgie cardiaque, vous avez une possibilité, de faire de la cannulation et de mettre, une ECMO parce que c'est un petit peu, le nerf de la guerre quand vous avez un patient jeune qui va faire un arrêt cardiaque ou un grand bas débit en post-opératoire, bah, il faut pouvoir lui proposer une assistance et donc ça se fait souvent dans des centres qui ont soit une chirurgie cardiaque, soit vraiment des centres experts qui ont de la chirurgie cardiaque congénitale et pédiatrique. Donc ça vous permet, cet algorithme-là, ça vous permet de classifier les patients et de les endormir de façon plus sereine, soit dans un centre expert, soit dans un centre non expert. Il est évident que les patients qui sont,
risque composite faible, on peut pas les centres experts peuvent pas absorber tous les patients pour une chirurgie non cardiaque et donc en fait, il est important de pouvoir classifier les patients en fonction de leur cardiopathie. Alors on va parler des grands principes, de l'anesthésie, chez ces patients porteurs de cardiopathie congénitale. On va parler de quelques généralités. Vous savez bien que, lorsque vous faites de l'anesthésie générale, quand vous avez, des patients qui sont porteurs d'HTA et quand vous avez des patients qui sont porteurs de shunts, que ce soit des shunts droit-gauche ou gauche-droit, on va pas raisonner de la même façon que lorsque vous faites de l'anesthésie, générale chez le patient lambda. Chez le patient lambda, on raisonne très souvent en résistance vasculaire systémique. Donc bien entendu, vous savez très bien ce qui va diminuer les résistances vasculaires systémiques et ce qui va les augmenter. Chez les patients qui sont porteurs de cardiopathie congénitale, on va aussi raisonner sur les résistances vasculaires pulmonaires. Donc, vous savez bien aussi qu'il y a des éléments qui vont baisser les résistances vasculaires pulmonaires, par exemple l'oxygène, la présence de NO va baisser les résistances vasculaires pulmonaires, l'oxygène aussi vont baisser les résistances vasculaires pulmonaires. Contre, inversement, vous allez avoir une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires si votre patient est hypoxémique, s'il a une hypercapnie, en fonction aussi du type de ventilation que vous allez imposer avec, en fonction de la PEP, des volumes que vous allez mettre. Vous avez également l'acidose qui va jouer monter et augmenter les résistances vasculaires pulmonaires. Et puis, bien entendu, pour les résistances vasculaires systémiques, tout est résumé ici, vous connaissez bien, vous savez bien que ce qui va augmenter les résistances vasculaires heu systémiques, ça va être la douleur, la stimulation sympathique, l'hypothermie et puis d'un autre côté, ce qui va baisser les résistances vasculaires systémiques, c'est tous les vasodilatateurs, bien entendu, mais tous les anesthésiques locaux quand vous faites l'induction, l'anesthésie générale profonde, l'hyperthermie et puis, bien entendu, les anesthésies locaux-régionales. Et vous savez très bien, pour le faire, probablement couramment, que, d'induire une anesthésie chez un patient porteur d'un shunt, et ben, ça va déséquilibrer votre shunt quand vous ne faites pas attention à vos résistances vasculaires pulmonaires. Si vous voulez, quand on fait une anesthésie générale et ça vous le savez tous, chez un patient, ben, qu'est-ce que vous commencez par faire? Ben, vous oxygénez votre patient à 90 voire 100. Vous induisez l'anesthésie générale, donc vous baissez les résistances vasculaires systémiques, vous commencez à ventiler votre patient, donc très souvent la ventilation initiale elle est manuelle, donc très souvent on a des ballons qui sont trop importants, on hyperventile nos patients, ils sont hypocapniques, ils ont une FiO2 à 100 et si vous avez un shunt gauche-droit, eh ben, vous allez avoir une majoration de ce shunt gauche-droit avec, heu, un hyperdébit, pulmonaire majeur qui peut aller jusqu'à l'OAP, hein, qu'on a pu voir dans certains blocs. Jusqu'à l'OAP et puis quand vous avez l'OAP, ben, finalement, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous désaturez vos patients désaturent et puis du coup, on augmente encore l'oxygène, on majore, la ventilation et puis finalement, c'est un cercle vicieux avec un hyperdébit pulmonaire, un hypodébit systémique et puis finalement, votre patient, il est non seulement hypoxémique, mais acide et puis il va faire l'arrêt cardiaque. Donc c'est très facile quand on fait une anesthésie générale lambda de déséquilibrer un shunt. Donc en fait, ces patients-là qui sont porteurs d'un shunt et ben, que ce soit un shunt droit-gauche ou gauche-droit, il faut raisonner à la fois sur les résistances vasculaires pulmonaires et les résistances vasculaires systémiques. Mais ça, vous allez avoir vos cours, en fonction des différents shunts. Mais c'est juste pour vous montrer que le déséquilibre des shunts, c'est très facile à réaliser lorsque vous faites une anesthésie générale. Aussi très facile de déséquilibrer les corrections, physiopathologiques des cardiopathies, complexes, donc de déstabiliser, déséquilibrer une DCPP ou encore mieux la DCPT, puisque vous savez bien que ces patients-là, eh ben, ils ont un retour, pulmonaire qui est complètement passif, ils sont dépendants de leur volémie et puis, là aussi, si vous avez, des résistances vasculaires pulmonaires qui sont trop élevées, donc un patient trop hypoxémique, hypercapnique, un peu acide, ben, vous avez les résistances vasculaires pulmonaires qui vont augmenter et puis finalement votre fond-temps va moins bien couler et là aussi ça va être, une déstabilisation d'un montage, palliatif.
Alors ces patients-là aussi, le risque périotoire vient aussi des troubles du rythme cardiaque qui sont vraiment de cause multifactorielle, hein. Vous avez à la fois les troubles ioniques, mais vous avez aussi l'ischémie myocardique périopératoire qui peut être générée par des baisses de pression, des baisses de PAM, par des manipulations, des baisses de pression, des 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 hypovolémies et puis, bien entendu, le type de cardiopathie congénitale. C'est sûr que quand vous avez une cardiopathie congénitale avec une VG altérée, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des troubles du rythme, cardiaque périopératoire. Vous pouvez aussi avoir, un risque de défaillance aiguë, de votre défaillance cardiaque aiguë, chez votre patient. Donc là, le risque est majoré chez les patients porteurs de VU, surtout si en préalable, ils ont une dysfonction, heu, contractile de votre VU. Et bien tout ça, ça peut aboutir bien entendu à l'arrêt cardiaque périopératoire et ça explique en tout cas en partie le les, les l'incidence des arrêts cardiaques, chez ces patients. Alors il n'y a pas que, le risque, opératoire, vous avez aussi un autre risque, périopératoire et même post-opératoire, qui sont liés à la polyglobulie que vous avez chez certains de vos patients. Vous savez bien que vous avez des patients, les patients qui ont une hypoxémie chronique comme les phallos irréguliers, hein, parce que même quand ils sont corrigés, ils ont parfois des petites AP, ils ont une désaturation basse, ils ont une polyglobulie. L'augmentation de la viscosité les expose à des risques thromboemboliques, très importants, surtout si vous avez des hématocrites supérieurs à 65 voire 70. Vous les exposez à des risques importants d'AVC. Et puis, bien entendu, quand vous avez une masse sanguine très importante, vous allez avoir une masse plasmatique peu importante et vous allez avoir plus de risques de saignement périopératoire, simplement à cause d'une masse plasmatique, largement diminuée. Donc vous avez ces patients qui sont à risque thromboembolique, plus important en périopératoire, mais en plus, ils ont plus de risques de saignement simplement par lié directement à l'artère cardiopathique. Donc vous avez ces patients-là que vous allez retrouver, ces mêmes troubles de la coagulation que vous allez retrouver chez le Fontan, d'autant plus que surtout chez le Fontan qui est défaillant. Vous savez bien que ces patients-là présentent des altérations, de leur fonction hépatique, au cours du temps, et ça d'autant plus qu'ils ont une altération de leur ventricule, unique. Donc ça, c'est des troubles de l'hémostase. Et puis, bien entendu, le risque anesthésique est directement lié à la fonction myocardique. Là, je vous apprends rien. Vous savez bien que même le patient non porteur de cardiopathie congénitale, si vous avez un VG inférieur à 25-30%, voire inférieur à 20%, eh ben, vous avez un sur-risque de mortalité périopératoire. Les grands principes de l'anesthésie chez ces patients, je vous ai dit, hein, je ne suis pas là pour vous donner des recettes de cuisine. C'est vraiment multidisciplinaire, cette évaluation préopératoire, cette prise en charge préopératoire. Il doit être multidisciplinaire. Donc il y a déjà la vraie évaluation préopératoire, on en a beaucoup parlé là. Donc il faut pas hésiter à avoir des colloques multidisciplinaires, pour les cas complexes, donc en intégrant les chirurgiens qui vont bien vous expliquer le risque chirurgical, le risque aussi hémorragique chez ces patients, puisque toutes les chirurgies n'ont pas le même risque hémorragique. Bien entendu, le risque cardiologique, une évaluation par le cardiologue qui suit le patient depuis longtemps, qui connaît très bien son statut fonctionnel. Là aussi, on peut optimiser les traitements en préopératoire. Vous savez bien que maintenant, la plupart de ces patients qui ont des défaillances de leur VU ont les mêmes traitements que les patients sans cardiopathie congénitale qui ont des altérations de leur fonction avec l'Entresto, avec les glyphosines, etc. Donc, vous savez bien que ces patients-là, on peut optimiser leur traitement. Et puis, on dose des marqueurs, le NT-proBNP, puisque vous avez vu que si vous avez un NT-proBNP qui est plus élevé, ben, ça les met en facteur de risque de morbidité périopératoire. Et puis, bien sûr, le risque anesthésique. Donc, on conseille quand même que pour les patients à haut risque, à risque composite élevé ou intermédiaire, de plutôt s'adresser à un anesthésiste avec des compétences en cardiopathie congénitale. Alors, l'examen clinique de base, ben, vous avez vu,
Il faut bien entendu prendre la saturation de vos patients, c'est primordial. Vous arrivez très vite à les classifier. Si c'est moins de 90, plus de risque de morbidité. Si c'est moins de 85, c'est plus de risque de mortalité. Faut pas oublier de faire des Dopplers des axes vasculaires. Vous savez, ces patients-là ont souvent eu, quand ils arrivent à l'âge adulte, mais même quand ils sont enfants, ils ont parfois été multi-opérés. Les axes vasculaires ont été utilisés à de multiples reprises. Pour les poses de voie centrale, pour les poses de cathé artériel, pour la réalisation de cathés diagnostiques ou voire interventionnels. Et en fait, ces enfants-là, ou ces adultes-là, ils ont très souvent des thromboses, des axes vasculaires. Et puis, il y a aussi des patients, ça vous le savez bien aussi, qui ont des anomalies par exemple, la veine cave subte, dans le sinus coronaire avec une absence du TVI, c'est quelque chose qui est très souvent associé à la cardiopathie congénitale. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un Doppler des axes vasculaires. C'est des patients qui ont été multi-opérés avant de les prendre en charge sur le plan anesthésique. Bien entendu, je ne vous dis pas que, bon, bien sûr, l'échographie, le CG, voire un cathétérisme cardiaque préopératoire, vous avez bien sûr les bilans biologiques à faire. Bon, là, je vous apprends rien, il est relativement standard, même si on regarde plus volontiers la fonction hépatique, la fonction rénale, les troubles de la coagulation et puis, bien entendu, on prend en charge tous les traitements et ces patients sont souvent, poly, poly, ils ont présentent souvent des polymédications et Et juste pour vous rappeler, hein, ce que je viens de vous dire, c'est que l'absence d'identification et d'évaluation préopératoire de la cardiopathie congénitale est directement liée à la mortalité chez 50 des patients. Donc, de mal évaluer le patient est un facteur de risque indépendant de mortalité dans cette population. Le reste des facteurs de détection de mortalité et de morbidité, je vous en ai parlé il y a 2 minutes. Alors, l'évaluation du risque chirurgical, on en a déjà parlé, c'est chirurgie à faible risque, à risque intermédiaire et à haut risque, mais il est quand même bien conseillé de discuter avec vos chirurgiens parce que tout récemment, par exemple, nous avons eu une chirurgie ophtalmologique qui est censée être à faible risque, et puis finalement, les chirurgiens nous ont dit non, non, mais le geste est bien plus complexe que ce qui est annoncé, etc. Et puis finalement, cette chirurgie à faible risque était devenue à risque intermédiaire chez un patient qui était porteur d'un Eisenmenger. Donc, vous voyez, de discuter avec votre chirurgien en évaluation préopératoire, c'est toujours, c'est toujours une bonne stratégie. Là, je ne reviens pas sur l'évaluation du statut fonctionnel de ces patients et là, on va juste aboutir à la gestion des traitements. Là, je vous remets un tableau, qui vous donne un tout petit peu, les indications de poursuite de traitement, d'arrêt des traitements. Bon, vous les connaissez, hein, c'est rien de très, très particulier, par rapport à la population générale, si ce n'est que les IEC, sont poursuivis, pour, ces patients qui ont une altération de la fonction. Bien entendu, les traitements de l'HTAP ne sont absolument pas interrompus, sont même poursuivis le matin même avant d'aller au bloc opératoire. Et chez ces patients-là qui sont porteurs de cardiopathie avec une HTAP, eh ben, il est tout à fait recommandé d'avoir du NO au bloc opératoire. Donc ça oblige très souvent d'adresser vos patients vers des centres spécialisés, puisque il y a plein de centres, périphériques où il n'y a plus de NO dans les blocs opératoires. Les règles pour les anticoagulants, bah, c'est les règles standards qui sont, recommandées par le GIHP, donc il y a rien de très particulier chez ces patients-là par rapport à la population générale. Qui ne pas adresser, excusez-moi, là, je suis en train de faire n'importe quoi, j'arrive pas à revenir en arrière, donc je suis désolée d'avoir, un petit peu, et n'importe quoi. Donc, alors, quels sont les patients à adresser vers un centre de référence? Ben, je martèle et je vous redonne, les mêmes éléments, qu'il faut prendre,
Il faut adresser les patients adultes, en tout cas pour les chirurgies congénitales adultes, pardon, les patients adultes porteurs d'une cardiopathie congénitale pour une chirurgie non cardiaque, ben, il faut adresser les patients avec un score composite intermédiaire ou élevé à un centre expert. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans les études, on a montré qu'il y avait clairement une diminution des complications périopératoires, simplement par un, le plateau technique, 2, par, la possibilité de mettre une assistance chez ces patients, par la présence de cardiologues congénitaux qui ont l'habitude de prendre en charge ces patients, qui ont l'habitude de les suivre, des des anesthésistes qui ont l'habitude aussi d'endormir, ces patients-là et qui sont bien conscients des complications. Et par le fait que, là aussi, on ait fait des réunions multidisciplinaires en intégrant tous les patients avec des RCP et qui, permet de prendre en charge de façon assez, safe ces patients-là. Donc malgré le fait que ce soit dans des centres experts, il y a quand même une certaine mortalité, mais il est clairement démontré dans les études que ces patients-là, ils ont, moins de complications périopératoires qui sont pris en charge dans des centres experts et qui a, clairement un rôle de l'expertise de l'anesthésiste en cardiopété congénitale. Alors là, c'est exactement la même chose que vous retrouvez, par l'American Heart Society, heu et l'American Heart College of Cardiology, donc là, c'est la même chose, hein. Là, ils vous disent plutôt quels sont les patients à ne pas adresser vers des centres de référence, puisque c'est un peu la même chose. Moi, je vous ai donné les patients à adresser à un centre de référence. Tous les autres, eh ben, on peut, ne pas, les adresser. Donc, je veux dire la valvulopathie aortique, la bicuspidie aortique avec une minime fuite et minime RA, on est d'accord que c'est un patient qui peut être pris en charge par n'importe quel anesthésiste, dans n'importe quel centre, lorsqu'il n'a pas les indications opératoires de son RA ou de son IA. Donc, cette évaluation du risque périopératoire nous permet d'évaluer la mortalité en fonction de l'âge et de la cardiopathie. Il y a d'autres scores qui sont non spécifiques. Et puis, c'est cette classification dans les cardiopathies risque, composite intermédiaire ou à haut risque nous permet de cibler les patients les plus à risque pour établir vraiment un plan de prise en charge anesthésique pour une prise en charge soit vers un centre expert ou non expert, de choisir la technique d'anesthésie, on va en reparler, de choisir le monitorage périopératoire à proposer à ces patients et puis de choisir la prise en charge post-opératoire. Il faut vraiment, si vous voulez diminuer la mortalité chez ces patients, il faut vraiment faire un plan anesthésique dès avant la prise en charge. Lors de la consultation d'anesthésie, il faut que vous ayez classé vos patients en facteurs de risque. Après, il y a un RCP à faire et après évaluer votre patient et d'emblée, mettre un plan d'anesthésie, à un plan vraiment à établir un vrai plan de prise en charge anesthésique pour vraiment réduire les risques périopératoires. Alors, quand on revient aux règles du jeûne, il y a vraiment absolument, rien de différent chez ces patients par rapport, aux patients lambda, hein. C'est les règles du jeûne qui sont recommandées selon les sociétés, de l'ASFA, des sociétés d'anesthésie. La prémédication n'est pas obligatoire, elle doit traiter l'anxiété, elle est adaptée aux patients au terrain. Voilà, elle n'est pas du tout obligatoire. Elle est conseillée, mais pas obligatoire. Quelle technique d'anesthésie vous allez proposer? Bon, il n'y a pas de contre-indication absolue à une technique d'anesthésie. L'anesthésie doit être adaptée, bien entendu, à au type de chirurgie qu'on propose aux patients et, et adaptée à votre patient. Les complications principales per procédure, vous les connaissez, hein, c'est l'hypotension et l'hypoxémie chez vos patients. Il est quand même recommandé de faire plutôt une anesthésie loco-régionale périphérique lorsque c'est possible, plutôt que l'AG.
pour réduire la morbimortalité périopératoire chez ces patients. Et donc c'est à vous de convaincre les patients de faire, un bloc périphérique, même si parfois les patients sont récalcitrants. Une prémédication et un bloc périphérique, c'est bien mieux que de faire une anesthésie générale chez ces patients. Les techniques neuraxiales continues ou titrées, donc sont supérieures aux techniques neuraxiales non titrées pour réduire la morbimortalité périopératoire. Donc la péridurale ou la rachie titrée, c'est mieux que de faire une rachie euh, non titrée. Et il faut savoir quand même que la sédation qui vous donne un faux sentiment de sécurité, et ben, que la sédation modérée ou profonde est associée à une augmentation des complications périopératoires chez les patients avec circulation de fond de temps. Très probablement parce que comme on pense que c'est qu'une sédation, eh ben, ces patients-là sont un peu moins bien surveillés. Ils sont plus rapidement ils présentent plus rapidement une hypoxémie. S'ils présentent une hypoxémie, eh ben, finalement, leur fond de temps va moins bien couler, et cetera, et cetera. Puis finalement, vous déstabilisez leur montage physiologique et vous allez vous retrouver face à des complications plus importantes. Donc la sédation, c'est pas nécessairement la bonne idée. Donc la sédation modérée ou profonde, elle donne un faux sentiment de sécurité. Donc si on peut, hiérarchiser un petit peu les techniques d'anesthésie à proposer à ces patients, surtout les patients à risque, composite intermédiaire ou, à haut risque, et ben, il vaut mieux proposer, l'ALR périphérique, puis après l'ALR neuraxial titré ou continu et puis, l'ALR neuraxial non titré et puis enfin l'anesthésie générale. Mais là, c'est pareil, votre stratégie doit être, proposée, en fonction du type de chirurgie que vous allez réaliser. Nous, on a très régulièrement des questions sur, la cœlioscopie. Est-ce que c'est possible de faire une cœlioscopie chez ces patients porteurs de cardiopathie congénitale? Oui, c'est possible, mais avec prudence. Il faut bien évaluer votre patient en préopératoire. Il faut, faire des pressions d'insufflation qui sont souvent basses, pas de quand vous avez des pressions d'insufflation, plutôt basses, il y a moins de complications, ça diminue moins le retour veineux. Vous exposez quand même ces patients au risque d'embolie gazeuse, surtout quand ils ont des retours veineux, heu, très anormaux. Toujours un petit peu un risque d'hypercapnie chez ces patients. Et puis la position, de la solioscopie, position de Trendelenburg, anti-Trent, ça aussi c'est à bien discuter avec vos chirurgiens. Mais, nous on ne contre-indique pas la chirurgie par exemple par, hélioscopie pour une vésicule quand c'est fait par un opérateur expérimenté. Même chez les patients qui sont porteurs d'un fond de temps, quand ils insufflent à basse pression, eh ben, finalement on fait cette chirurgie, elle est beaucoup plus rapide, les post-opératoires est moins compliqué, il y a moins de douleur post-opératoire, puisque la douleur aussi, c'est un facteur de déstabilisation de votre cardiopathie. Donc finalement, quand on a un opérateur expérimenté, on ne le fait pas avec l'interne, 1er semestre et cetera, ou bien avec le chef de clinique qui n'a pas encore vraiment l'habitude. On prend vraiment, l'opérateur expérimenté où ça va durer moins d'une demi heure et puis, avec, un environnement, bien, qui maîtrise bien, l'anesthésie chez ces patients-là, pas une contre-indication, de réaliser une cœlioscopie chez ces patients. Cette question-là, on l'a très régulièrement. Alors, qu'en est-il du monitorage de ces patients? Ben, le monitorage standard, il est à proposer à tous les patients à faible risque. Là, il n'y a pas de choses particulières. Et puis, quand une fois vous avez des patients avec un risque intermédiaire, composite intermédiaire, ben, on propose de mettre systématiquement une PA invasive parce que ça vous permet de mieux et de plus rapidement vous rendre compte des baisses des résistances vasculaires systémiques et de plus rapidement aussi et d'avoir aussi accès des gazométries. Si vous avez dans votre bloc de la biologie délocalisée, ça vous permet très rapidement de faire une gazo, d'adapter votre, ventilation parce que vous savez bien chez ces patients-là, il y a des pièges. Le TCO2, ça représente pas forcément la PaCO2 donc d'avoir, une gazométrie, périopératoire, ça peut être, très très indicatif, ça peut vous permettre de mieux adapter votre ventilation. Et puis chez les patients qui sont pas porteurs de fond de temps ou chez les patients qui sont porteurs d'un Alzheimer ou d'une cardiopathie à mauvais VG, ben, là, on vous recommande même de mettre,
une PA invasive et de poser une voie centrale. Je vous rappelle quand même que chez les patients porteurs d'un fontan, la pose d'une voie centrale en CAF vous permet de mesurer la PAP. Les moniteurs de débit cardiaque, les cathéters, pulmonaires, tout ça, c'est extrêmement variable. Si vous avez des est-ce que ça a un intérêt chez ces patients-là? C'est très difficile si vous avez des chantes résiduelles, d'évaluer, le débit cardiaque, par ces méthodes-là. L'ETO, oui, si vous êtes, formé, que vous avez de l'ETO dans votre bloc opératoire et vous ne faites pas une chirurgie ORL, ben, c'est très important de monitorer votre patient avec l'ETO. Vous avez très vite, pas mal de renseignements, surtout sur la fonction, et les chintes éventuelles. Et puis les NIRS, elles sont surtout utilisées, de façon, très, importante en pédiatrie. Donc, là, c'est je vous ai dit, là, je vous, mets, je vous synthétise ce que je viens de vous voir. Donc cette diapositive est exactement, ce que je viens de vous énumérer par voie, voilà. Donc là, je vous ai aussi mis, les monitorages. Donc ça, c'est des pièges et des spécificités du monitorage des patients adultes porteurs de cardiopathie congénitale. Vous allez le retrouver sur le site de l'ASFAR, hein, c'est les RPP dont je vous ai déjà parlé, qui ont été, publiés en 2023. Et là, vous avez un tout petit peu tous les pièges que vous pouvez avoir dans vos abords vasculaires, dans le monitorage de la pression artérielle. N'oubliez pas que si vos patients ont été opérés d'une coartation, vous pouvez avoir des asymétries tensionnelles entre membres supérieurs, membres inférieurs, entre les membres supérieurs, les membres inférieur, entre le membre supérieur droit et le membre supérieur gauche. Donc tout ça, c'est à bien, se mémoriser parce que parfois il est bon de revoir les aides cognitives, hein, ça vous permet de rien oublier quand vous allez prendre en charge ces patients. Le monitorage de la PVC, c'est pareil, je vous l'ai dit chez le patient du Fontan, PVC, c'est la PAP. Donc là, c'est pareil, on va passer là-dessus. Donc, les spécificités de la prise en charge anesthésique en fonction de la cardiopathie, eh ben, je vous ai mis des diapositives là qui vous donnent un petit peu, quelques tips. Comment faire pour endormir des patients qui ont des shunts droite-gauche, gauche-droit, qui sont porteurs, d'une coartation, qui sont porteurs d'une sténose aortique, qui sont porteurs, d'un falot, d'une transposition des grands vaisseaux. Donc ça c'est issu d'une, revue de synthèse qui avait été publiée en 2009 par, Maxime Canson qui est aux États-Unis, qui avait pris un petit peu, le parti aussi de faire, des aides cognitives pour, un petit peu donner des tips pour endormir ses patients. Donc je vous les ai mis, vous le trouvez, forcément je vous ai mis les références aussi, de l'article, vous l'allez le trouver dans l'anesthésiologie. Là aussi, ça vous donne quelques, quelques tips pour le management de ces patients. Vous, vous faites le DU, donc vous avez normalement le management anesthésique de ces patients-là. Et pour les patients qui sont avant correction, et là, vous avez aussi des éléments de après correction. Là, je vous ai mis, aussi ces mêmes principes qui ont été publiés dans les RPP. Là, je vais vous donner quelques éléments pour comment endormir un chien de gauche-droit. Donc là, vous avez bien vu, on revient sur les résistances vasculaires pulmonaires, la résistance vasculaire systémique. Tout ça, vous le connaissez, mais ça vous donne les bonnes aides cognitives pour bien endormir ces patients sereinement. Donc ça, c'est endormir un chien de gauche-droit, vous savez bien. Éviter une FiO2 élevée, éviter l'hyperventilation pour éviter l'hypocapnie, éviter une hématocrite trop basse. Donc quand le patient saigne, ben, ils n'ont pas les mêmes, il faut savoir que ces patients-là n'ont pas forcément les mêmes seuils transfusionnels par rapport à la population générale. Et puis, il faut appliquer une PEP chez ces patients-là qui ont porteurs de champ de gauche-droit. Et puis aussi, éviter, tout défaut d'anesthésie pour ne pas faire une augmentation trop importante des résistances vasculaires systémiques. Sinon, vous allez avoir une majoration du champ de gauche-droit. Donc là, c'est des éléments qui vous disent un petit peu comment faire pour, endormir ces patients sereinement. Là, vous l'avez pour le champ de gauche-droit, vous allez l'avoir aussi pour le champ droite-gauche.
avec des particularités, lors de la prise en charge de ces mêmes patients porteurs d'une HTAP. Donc vous pouvez les lire tranquillement, hein. Tout ça, c'est sur les référentiels, mais ils ont le mérite d'exister. Ils vous donnent les bons tips, ils vous disent comment faire pour déstabiliser les patients porteurs de SHINT et ces références ont été tous, écrites par des experts français des différents centres de chirurgie cardiaque, heu et congénitaux, en France. Donc vous allez là, on va pas revenir, vous avez le temps de les lire tranquillement, c'est pour le ventricule droit systémique, pour les cardiopathies du cœur gauche, pour le ventricule unique, pour, les anomalies coronaires comme l'Al-Kappa par exemple, pour la prise en charge du, syndrome d'Eisenmenger. Donc ça, c'est l'HTAP fixé, sur, donc ces patients qui ont des chaînes droite-gauche, des défaillances du VD très importantes, hein. Donc ces patients-là aussi, de temps en temps, il faut les endormir. Faut pas oublier, hein, là, je vous parle beaucoup de chirurgie, réglée, mais vous avez la chirurgie urgente, hein. Un patient porteur d'un Eisenmenger qui a une fracture ouverte de jambe, on va pas le laisser avec sa fracture ouverte de jambe, donc vous êtes confronté à ces patients-là. Donc là aussi, la prise en charge anesthésique en situation de circulation de fond de temps. Alors, le post-opératoire de ces patients. Donc là, vous aviez tous les différents trucs, vous avez le temps de les lire tranquillement, il n'y a vraiment rien qui presse, mais vous avez un résumé des grandes cardiopathies et de comment les prendre en charge en anesthésie. Dans le post-opératoire de ces patients, eh ben, où les prendre en charge? Alors, pour, les patients, il faut savoir que 60 des complications périopératoires de ces patients vont se faire, en post-opératoire. Donc chez les patients, c'est 60 des patients, adultes vont présenter des complications en post-opératoire et chez les enfants, il est recommandé, chaque patient porteur d'une cardiopathie congénitale non corrigée et d'autant plus que c'est un enfant petit de moins de 1 an, il doit être pris en charge en post-opératoire dans un service de soins critiques, soit en réanimation, soit en USC, soit voire même en réanimation cardiopédiatrique si la cardiopathie, elle est sévère. Pour les adultes, eh ben, on a quand même, étant donné que 60 des complications vont se faire en période périopératoire, donc post-opératoire, il est recommandé que les patients avec un score composite intermédiaire ou élevé soient pris en charge systématiquement en unité de soins critiques en post-opératoire de chirurgie non cardiaque. Et ça permet vraiment de diminuer la morbimortalité post-opératoire. On aura un monitoring continu de la PA invasive. On verra beaucoup plus rapidement aussi les éléments de désaturation. On aura plus rapidement euh, euh, une prise en charge des troubles du rythme. Et puis surtout, on pourra évaluer la fonction du VU, par exemple, chez un patient porteur d'un d'un montage de fond. Est-ce qu'il faut un avis cardiologique, spécialisé post-chirurgical? Bon, il y a rien dans la littérature. Nous, on recommande quand même que les patients à risque composite intermédiaire ou élevé soient vus par un cardiologue congénitaliste en période périopératoire. Très souvent, chez nous, ils sont vus en préopératoire et puis encore une fois en post-opératoire, avant de sortie de l'hôpital, déjà pour l'adaptation des traitements et pour voir qu'il y a de risque de survenue de d'autres complications. Donc les messages clés à retenir, c'est que, la période post-opératoire est une période à très fort risque de complications et qu'il est bien conseillé de faire une surveillance en milieu spécialisé pour les adultes à risque composite intermédiaire ou élevé et chez tous les enfants de moins de 1 an. L'analgésie doit être vraiment optimale, vous savez bien que ça va déstabiliser vos patients. Le risque thromboembolique est à prendre en compte de façon très importante. Ils vont faire plus de thrombose, plus de risques emboliques. Il faut réintroduire très rapidement les traitements, adapter aussi les traitements habituels, leur état. Et puis l'avis cardiologue est vraiment souhaitable pour les groupes à risque. La grossesse, la grossesse, c'est aussi un facteur de risque particulier. C'est un risque à la fois maternel et fœtal. Nécessitera un monitorage invasif. La péridurale, ouais.
C'est évident, ça vous permet de bien, juguler les problèmes analgésiques post-opératoires et il faut savoir que chez ces patientes qui ont une grossesse et une cardiopathie congénitale, la césarienne, c'est pas toujours la meilleure option. Mais quand vous avez des patientes qui sont prises en charge dans des centres spécialisés avec, le suivi pendant toute la grossesse et ben, finalement, vous voyez donc ça, c'est déjà un registre qui est un peu vieux, mais c'était quand même un registre qui a inclus 282 patientes porteuses de ventricule unique. Et ben, ces patientes-là n'ont pas présenté de mortalité hospitalière. Les accouchements par voie basse, c'était 74 de ces patientes et les complications cardiovasculaires attendues, ben, c'est bien entendu les arythmies, les défaillances cardiaques, post, accouchement et puis, l'AVC et ça, c'est un peu les facteurs de risque du VU. Alors, il faut quand même savoir que dans cette, catégorie-là de patientes, il y a quand même plus de risques de prématurité et d'accouchement, de menaces d'accouchement prématuré. Plus aussi de, risques de, retard de croissance intra-utérin. Donc là aussi, c'est encore, issu des RPP, de 2023. Donc le risque de mortalité maternelle dépendra de la même façon que chez les patients classiques, du type de cardiopathie, de la gravité des lésions résiduelles et de la fonction de leur, ventricule. Dans le registre, ROPAC, c'est un registre, international, qui inclut les femmes, qui sont porteuses de cardiopathie congénitale. Ben, vous avez une mortalité maternelle, de 0,2 dans le groupe des cardiopathies congénitales, donc c'est pas très important, mais voilà, c'est quand même, mais ces patientes-là, elles ont pas un risque, de mortalité importante parce qu'elles sont suivies très souvent, finalement, quand on regarde la littérature, elles sont très souvent suivies dans des hôpitaux, dans des centres de référence. Les décompensations cardiaques, par contre, elles sont non négligeables, même chez les patients qui sont porteurs de cardiopathie, simple ou à risque modéré et puis, les décompensations cardiaques, vous allez les retrouver, dans, 13 chez 13 des patientes dans le groupe, des cardiopathies sévères et ça, vous êtes pas étonné compte tenu de l'impact, physiologique de la grossesse, chez ces patients. L'évaluation de la de la cardiopathie congénitale doit se faire en centre expert dès le début de la grossesse. Donc toute patiente qui a une cardiopathie, congénitale, intermédiaire ou, haut risque, même stabilisée, même stable, doit être, adressée dans un centre, expert dès le début de la grossesse avec un suivi, multidisciplinaire. Il faut évaluer vraiment, rechercher les facteurs de risque de décompensation maternelle. Donc ça, c'est tous les toutes les insurances cardiaques, avant la grossesse, bien entendu, les altérations du VG et là, c'est un VG de moins de 40. Les traitements anticoagulants sont aussi des facteurs de risque de complications, maternelles et puis la classe OMS modifiée, 4, là, vous allez pouvoir les retrouver. Je l'ai pas mis en annexe, mais vous allez pouvoir retrouver cette classification et bien entendu, on recherche les complications de la cardiopathie et là, c'est fait en général par des cardiologues spécialisés congénitalistes. Alors la prise en charge de ces patientes en stratégie anesthésiste, eh ben, ça doit se faire, en centre expert, en péripartum avec, donc je me redis et je me répète et je me répète, donc en centre expert, en péripartum des patientes qui ont un risque composite intermédiaire ou élevé. Il faut pouvoir proposer un backup ECMO et assistance chez ces patientes, hein, c'est des femmes jeunes et ces patientes-là, on va préférer, l'ALR neuraxial titré, donc la péridurale, plutôt que la neuraxiale non titrée, c'est-à-dire la rachis, mais la rachis, c'est possible quand même de la réaliser. Mmh, si maintenant il faut faire une césarienne en urgence, plutôt que l'anesthésie générale et les patientes qui ont une HTAP confirmée, l'ALR, c'est un facteur protecteur d'événements cardiovasculaires du postpartum. Donc très souvent chez ces patientes-là, on va s'astreindre à avoir une anesthésie neuraxiale. Vraiment, c'est essentiel et très souvent ces patientes-là sont identifiées et dès le début, on aura décidé de mettre des péridurales chez ces patients. Et la surveillance doit être systématique en unité de soins critiques en post partum chez ces patientes.
puisque 65 des décompensations cardiaques vont survenir dans le postpartum chez ces patientes à risque intermédiaire ou élevé. Donc là, c'est pareil, hein, je vous ai remis un petit peu, les éléments de la ça aussi vous allez retrouver dans la EP de 2023. Donc on propose là aussi un plan personnalisé de prise en charge de ces patientes. On aura fait des réunions multidisciplinaires. Nous, on en fait régulièrement avec le service de gynéco-obstétrique. Les patientes, elles sont admises dans notre service. La césarienne, elle peut être réalisée dans notre bloc opératoire. Et puis, quand les patientes, elles accouchent par voie basse, sans complications, elles restent dans le service de gynéco-obstétrique et sinon, on propose un backup ECMO pour toutes ces patientes jeunes. Il y a même des patientes qui sont à très haut risque, à qui on a mis pour pouvoir cannuler plus vite en cas de complications majeures. Puisqu'on a eu, par exemple, une dame porteur d'un Eisenmenger et ben, une HTAP, suprasystémique qui a mené à terme une grossesse, très étonnant, mais on a eu des patients comme ça et du coup, comme elle était à fort risque de décompensation, on a même mis les guides, pour pouvoir cannuler en extrême urgence si on avait besoin. Donc c'est vraiment des plans qui sont personnalisés pour les patients et qui doivent être donc, faits en multidisciplinaire et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir améliorer la morbimortalité de vos patients à haut risque. Voilà, pour l'antibioprophylaxie, ben, vous savez bien que c'est l'antibioprophylaxie, classique des endocardites infectieuses, surtout, pour les patients qui ont des cardiopathies cyanogènes, qui ont des défects résiduels. Puis pour le reste, c'est des patients qui présentent des antibioprophylaxies standards. Dans les autres situations, il n'y a rien de très particulier. En conclusion, et je pense que je tiens mes horaires, donc le risque périopératoire est augmenté lors de la réalisation d'une chirurgie non cardiaque chez les patients atteints de cardiopathie congénitale. Ça, c'est vrai chez tous les patients, mais surtout s'il s'agit de la première anesthésie. Et la première anesthésie, c'est surtout chez des patients qui sont donc des tout petits bébés, qui ne sont pas corrigés de leur cardiopathie et qui nécessitent une chirurgie non cardiaque en urgence. Il faut proposer une approche d'équipe entre chirurgiens, cardiologues, cardiologue si possible congénitaliste. À partir du moment où vous avez des patients adultes, ça peut être un chirurgien cardiaque, ça peut être un cardiologue qui a l'habitude de suivre des patients qui sont porteurs de cardiopathie congénitale. Ça n'a pas besoin forcément d'être un cardiologue pédiatrique, qui s'occupe de cardiopathie congénitale, tout le temps. Et puis, c'est aussi une approche, avec les anesthésistes, qui ont des compétences ou pas de compétences de cardiopathie congénitale. Donc c'est vraiment une approche multidisciplinaire. Cardiopathie congénitale, je vous l'ai montré et remontré, c'est un facteur de morbimortalité périopératoire, donc en période mais aussi post-opératoire, avec une surmortalité très, très importante chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 1 an. Il faut aussi se rendre compte que la cardiopathie congénitale avec correction chirurgicale complète, considérée comme guérie ou avec un défect résiduel minime, eh ben, les risques périopératoires, il est exactement identique à la population générale et ces patients-là peuvent être pris en charge par n'importe quel centre hospitalier, par n'importe quel anesthésiste. Mais pour la technique anesthésique, ben, il faut quand même retenir que la technique anesthésique, quelle qu'elle soit, doit autant que possible maintenir l'état hémodynamique, tant sur les résistances vasculaires systémiques que les résistances vasculaires pulmonaires. Il faut vraiment réfléchir plus physiopathologique que simplement résistance vasculaire systémique, ce qu'on fait tous les jours en anesthésie, mais on pense un peu moins en résistance vasculaire pulmonaire, que très souvent elles ont peu d'implication dans notre prise en charge anesthésique. L'ALR sera toujours supérieure à l'anesthésie générale, donc si vous proposez une ALR, c'est toujours mieux que de proposer une anesthésie générale et je vous rappelle quand même que la sédation, semblant, plus, sécuritaire n'est pas forcément l'option de choix, surtout pas chez les patients porteurs de Fontan. Je vous rappelle qu'il y a des référentiels de pratiques professionnelles, qui se sont vraiment penchés sur le sujet, qui ont été publiés en 2023 et qui ont été republiés en 2025 en langue anglaise.
Et puis, vous avez des centres de référence et ces centres de référence, vous avez des anesthésistes qui font du congénital toute la journée et il ne faut pas hésiter à joindre un anesthésiste, un contact, qui a l'habitude de prendre en charge. Si vous avez des questions, il vaut mieux, demander par excès, si vous pouvez prendre en charge et surtout si vous avez une chirurgie urgente à réaliser, hein, il n'est pas toujours possible de transférer vos patients, même vos patients à très haut risque et si vous devez faire une anesthésie chez ces patients-là et ben, vous avez des aides cognitives qui sont sur les sites des différentes sociétés savantes et dont les sites de l'ASFAR qui vont vous aider et puis vous pouvez contacter un centre de référence qui va vous donner, les grandes lignes pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas autant que possible déstabiliser votre patient, pour faire la chirurgie urgente, extrême urgence et puis après transférer le patient éventuellement secondairement vers un centre de référence. Et la prophylaxie de l'endocardite infectieuse doit se faire dans les groupes à risque. Ici, je vous ai mis la carte des centres experts, là, donc des centres experts où vous avez à la fois des centres de chirurgie, d'anesthésie, réanimation et de congénital, de cardiologie congénitale. Donc, vous avez des grands centres, hein. Vous avez Paris, bien entendu, le CHU de Tours, le CHU de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon. Et puis Strasbourg, Lille aussi, et puis vous avez des centres spécialisés où vous avez des cardiologues, congénitaux qui eux aussi vont pouvoir vous donner des indications, au moins s'ils connaissent les patients, il faut si les patients sont suivis là, il faut contacter le cardiologue qui vous donnera au moins une idée du statut fonctionnel et des risques de troubles du rythme ou des choses comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Hem, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Et sinon, ben, je vais laisser ma place à l'orateur suivant. Bonjour, merci Bonjour. pour votre présentation. J'ai des questions un peu pratiques. Par exemple, est-ce qu'il y a des médicaments que doivent être absolument être arrêtés avant la chirurgie, à part anticoagulation? Je pensais comme aux inhibiteurs de l'angiotensine, enzyme de Oui, alors en conversion. général, quand les patients quand ils ont pas de dysfonction de leur, fonction myocardique, très souvent on les arrête, à J-1 voire J-2.